Quand mon père était malade et on a eu une espèce de dernière conversation où il savait qu'il était condamné. Et même là, je me suis pas senti entièrement connecté à lui. Et il m'avait dit, écoute, j'espère que tu me pardonnes parce que finalement, j'ai eu toute ma vie plus d'amis femmes que d'amis hommes. Et d'une part, c'était bizarre parce que c'est aussi mon cas. Je me suis entouré plus facilement de femmes et d'amis proches qui sont des femmes que d'hommes. Et d'autre part, je me demandais pourquoi il me demandait pardon, si c'était une faute, ce que ça signifiait d'être proche des femmes. Donc voilà, c'est aussi mon cas et c'est plutôt, c'est pas à moi qu'il faut dire bravo, c'est aux femmes qui ont eu la gentillesse, le temps et la patience de m'éviter de devenir le gros con que je serais assez facilement. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de mecs. 2 mercredis par mois à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à cette question toute simple mais pourtant tellement compliquée, c'est quoi pour toi être un homme? Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre 4 yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Non, mais tu verras, des fois, je parle dans des grandes phrases et voilà. Je te crois pas, si je puis me permettre. On y va? Ouais. On est avec Manu. Salut Manu. Salut. Manu, tu es à Toulouse, chez toi, où tu es en train de cuire sous la chaleur toulousaine. Je boue, en fait, techniquement. Merci. C'est de l'ébullition. Le bruit que vous entendez là, c'est le ventilo qui est en train de permettre à Manu de survivre. On va le couper. Comme tu veux. Voilà, on va le couper, attention. On va le couper, le remettre. En fonction de... C'est pour les auditeurs, c'est pour avoir un vrai son bien chaud et grave et tout là. Ouais. Surtout que t'as une voix de radio. Masculin. Quoi. Ouais, c'est ça. J'ai plus, j'ai un physique de radio. Ouais, on a souvent dit, ouais. Parce que t'es chauve. Oui. Voilà. Grave. On est la team. Voilà. Ouais. Vous inquiétez pas les gars, ça va bien se passer. Si vous avez peur de perdre vos cheveux, on s'en sort. Hein. Oui, on apprend à le vivre. C'est une forme de deuil qui commence tôt et puis on apprend à vivre avec quoi. Donc. Bon Manu, t'as été sous les feux de la rampe cet été après que notre ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ait décidé de faire interdire un de tes livres jeunesse. De faire interdire au moins de 18 ans. Au moins de 18 ans, un de tes bouquins jeunesse où tu mets en scène un petit gars qui s'appelle Grégoire. Qui est au lycée et qui raconte un petit peu ça commence en fait par un truc assez classique au lycée mais qui devrait plus exister où Grégoire se fait foutre de sa tronche par un de ses potes un camarade de classe. Ouais, enfin il se fout pas de sa gueule en fait, mais il se fout d'autre chose. Il se fout de la taille. Sa gueule, mais de la taille, de son sexe. Et alors oui, en général c'est plutôt des trucs de collège, de début de puberté tout ça. Mais là, Grégoire a eu une maladie justement dans cette région de son anatomie, et il sort aussi de 2 ans de confinement, et donc il arrive au lycée avec un corps qui a pas été regardé par les autres. Et effectivement, il commence par se faire. Alors maintenant on dirait invalidé, mais c'est pas comme ça
ça qu'il le ressent. Lui, il ressent ça comme une agression et surtout comme une vérité. C'est-à-dire que l'autre lui dit, t'as une petite bite, quoi, grosso modo, avec plein d'humour, avec cet humour fin qu'on a chez nous les garçons au lycée. Et ça lui déclenche un petit cataclysme intérieur parce que ne pas être suffisamment outillé ou suffisamment ou quelque chose comme ça veut dire aussi ne jamais pouvoir être un homme, ne jamais avoir sa carte du club des hommes. Et comme c'est un garçon qui est fragile, qui a une vie intérieure super riche et tout, bah il se met à psychoter un peu là-dessus et en fait il passe sa colère, son angoisse, ses questions dans ce qu'il pratique déjà, c'est-à-dire l'écriture. Voilà, l'écriture solitaire. Et il se met... Alors, ça fait longtemps qu'il écrit, mais là, il se met à écrire des textes porno, effectivement. Des textes porno qui sont très, très maladroits et explicites et complaisants, parce que c'est justement ces passages-là, vraiment le moment où il se met à écrire du porno sous le choc du traumatisme qu'il vient de recevoir, c'est justement ces passages-là que le ministre et la commission de protection des mineurs ont remarqué en disant « Ah mais dans ces pages-là, il y a du porno ». Et tu les as lus, quoi. Effectivement, c'est du porno comme on en écrivait dans les années 50 ou 60. C'est du porno d'adolescent de 15 ans qui a jamais vécu du tout, lui, d'expérience sexuelle, quoi. C'est beaucoup de fantasmes. Exactement, c'est du... Voilà, et il va chercher, il le dit, puisque il a des parents qui lui déconseillent un peu Internet, donc il va chercher ça sur des forums d'écriture et il tombe sur de la littérature. Donc il y a un travail aussi sur les sources de la littérature porno, et il va chercher et puis il dit j'ai passé 3 jours à lire des trucs, voilà ce que je produis maintenant. Et donc, dans l'idée de ce que je racontais, c'était que j'explique que cette représentation de la sexualité, c'est bien quelque chose qu'il est allé chercher parce qu'il était dans l'angoisse et parce qu'il voulait des réponses, que ce n'est pas une bonne réponse parce que très vite il y a un personnage qui vient lui dire mais enfin regarde ce que tu fantasmes, c'est ridicule, d'abord c'est pas réaliste et de toute façon il y a plein de choses où tu as des angles morts terribles et lui-même reconnaît que c'est pas, à la limite, c'est moins son fantasme que le fantasme qu'il trouve ailleurs. Il se dit voilà, ça c'est un fantasme, je vais le prendre. Voilà. Si on voulait comparer ça à de la cuisine, c'est comme s'il avait très faim et que il trouve je sais pas, un McDo ou quelque chose. Et il dit j'aime ça, oui, parce que t'as que ça, donc forcément tu vas aimer ça. Et donc t'as en fait, moi ce qui m'a vraiment étonné, c'est que j'ai pas compris ce qui a fait tilter Darmanin et cette commission, parce que pour moi, ce que ça raconte, c'est plutôt aussi une éducation au porno, quoi. C'est une éducation à ce qu'on nous soumet, à la sexualité. Tout à fait. Et globalement, parce que. Ouais, vas-y. Non, je t'écoute, pardon. Non, j'allais dire, et globalement, ce qu'on nous met aussi sous les yeux, nous, en tant qu'ados, quoi, en termes de pornographie et d'éducation à la sexualité. Ouais, tout à fait. En fait, c'est moins une éducation à la pornographie, parce que le terme, on y reviendra tout à l'heure, il me travaille depuis ce fameux 18 juillet, et je me dis, la pornographie, qu'est-ce que c'est exactement? Mais c'est une éducation à la sexualité qui met en garde justement contre la tentation pornographique. Sans dire attention c'est mal, c'est dire quand t'as 15 ans et que tu tombes sur un truc comme ça, tu vas te dire oui c'est ça la sexualité, c'est ça dont j'ai envie, c'est ça dont il faut avoir envie, c'est ça la sexualité normale, normée, normative, donc je sais tout. Et le bouquin, et au-delà du bouquin, toute la collection L'Ardeur chez Thierry Magnier propose justement des visions différentes, ouvertes, positives de la sexualité, des sexualités. Donc c'est marrant que ce soit ce petit bouquin qui a été censuré. Alors, il y a une espèce de truc technique sur lequel je me penche en ce moment parce qu'il y a une commission qui dit attention, ce texte-là contient de la pornographie. La pornographie, c'est mal. Ça, c'est une vieille loi de 1949 qui dit la pornographie, c'est pas bien pour les enfants. Ok, super. Sans aller plus loin d'ailleurs. Voilà, je cherche le terme, c'est dommageable pour la jeunesse ou quelque chose comme ça. Et cette commission, donc moi je vais essayer de savoir ce qui s'est dit, parce que j'ai pas eu l'impression du tout qu'ils nous convoquent, qu'ils nous demandent pourquoi on faisait ce travail-là sur ces textes-là, avec Thierry Magnier, avec Charline Vanderporte, l'éditrice.
Et une fois que la commission a eu fait son travail, elle a écrit au ministre de l'Intérieur, et comme elle est censée le faire, en disant oh là là, ce livre-là, il est pas bien du tout. Attention à la page 100, il y a et ils font ça avec le voilà. Et là, le ministre de l'Intérieur, ni une ni deux, a dit j'applique la loi, la terrible loi, et la terrible loi, c'est une interdiction à moins de 18 ans. On a échappé à la vente sous blister et on a échappé à la troisième degré de sanction. C'était, je crois, l'interdiction pure et simple. Mais ce à quoi on n'a pas échappé, c'est effectivement un super mouvement de solidarité de la part des bibliothécaires, des lectrices, des lecteurs, des professionnels en fait de l'écriture et de la lecture, des éditeurs partout. Enfin, bon, je suis sur des réseaux bienveillants, donc je n'ai eu que des retours bienveillants. Mais effectivement, il y a une énorme démarche de solidarité et puis une vague commerciale parce qu'effectivement, là, j'ai eu Thierry Magnier hier au téléphone. Il m'a dit, ça y est, on a réimprimé. Alors c'était un petit bouquin qui se vendait pas beaucoup. Il y avait quelques centaines d'exemplaires qui s'étaient vendus en 6 mois. Là, ça a été multiplié au moins par 10, voire plus. Donc, merci Gérald, merci Monsieur Gérald, pardon. Merci la commission d'avoir attiré l'attention sur le travail de Thierry Magnier et le mien et celui des autres autrices et auteurs dans cette collection. C'est dommage, on aurait préféré que ce soit un débat plus intelligent et plus construit. Et on est prêt à le mener d'ailleurs. Je crois que ça va commencer maintenant. Oui, tu veux dire que une fois que l'été est sorti, qu'on est sorti de l'été en tout cas, il va y avoir une discussion qui va se créer, tu crois, ou Moi, j'ai un côté, maintenant, je vieillis, je fais des choses, enfin, je m'intéresse au droit et effectivement, j'ai envie d'aller questionner cette commission en disant, mais qui étiez-vous? Combien étiez-vous? Quels ont été les débats? Parce que je pense que c'est quelque chose d'assez public. J'ai vu passer un petit, je sais pas si tu as lu dans Marianne, il y avait un témoignage anonyme d'un membre de la commission qui disait non mais en fait on l'a surtout fait parce que l'éditeur il a fait de la provoque et oui c'est son boulot à l'éditeur de faire de la provoque. Par contre la loi n'a pas à punir de la provocation, elle doit punir des faits. Donc moi je serais assez intéressé pour vraiment re-questionner ça entièrement en disant bon d'accord cette interdiction qu'est-ce qu'elle dit? Parce qu'après, sur des ouvrages qui ne sont pas présentés ou qui ne sont pas considérés comme pour la jeunesse, il peut pas y avoir de censure. C'est-à-dire que tu peux écrire du porno, le mettre à la disposition de tout le monde et les mineurs peuvent l'acheter. Dans n'importe quelle librairie, dans n'importe quelle grande surface, si ça se vend en grande surface. Et pire que ça, tu peux faire du porno qui va être violent, qui va montrer des viols, qui va montrer de la soumission, qui va montrer des images négatives du corps féminin, de la femme, même des hommes, etc. Tu peux mettre une jolie couverture qui donnera envie aux jeunes gens, aux enfants peut-être de le lire, et ça, tu auras aucun souci. Et en particulier, on avait tenté de montrer ça à la commission, mais je sais pas s'ils l'ont vu. Si tu lis quelques mangas, tu vas trouver des scènes de viol, des scènes de torture, le tout avec des grands sourires. Jusqu'à preuve du contraire, les mangas sont quand même un petit peu destinés à des jeunes lectrices et lecteurs. Mais ils sont pas dans une collection. Ce que tu dis, c'est que en fait, Bien trop petit est dans une collection dédié à la jeunesse et identifié comme une collection jeunesse. Parce que l'éditeur a dit, moi, je fais un travail d'éducation, c'est-à-dire un travail pour la jeunesse, donc j'envoie, grosso modo, mes livres à la commission. Mais là aussi, je te dis, je m'occupe un peu de droit et j'essaie de comprendre quelle est l'obligation de la part de l'éditeur et pourquoi il y a un traitement différent entre ça et... Alors, on a beaucoup parlé de la dark romance aussi, mais c'est vrai que je m'y connais pas bien parce que je n'ai pas lu beaucoup, mais du porno avec une image très masculiniste, très machiste. Dans les 50 Shades of Grey, etc., c'est ça, 50 Ouais, et pire encore, enfin maintenant on a vraiment des choses avec du viol, je vais t'asservir mais tu vas m'aimer parce qu'au fond tu vas comprendre que au fond de moi il y a une blessure qui fait que je te blesse, mais vraiment c'est pas ma faute, je suis désolé. Et tout ça et avec des jolies couvertures glossy pour s'adresser à des lectrices de 12-13 ans voire en dessous, et les amis libraires sont effarouchés, sont furieux d'avoir des gamines de 12 ans qui arrivent en disant je veux lire telle dark romance où ils savent très bien qu'il y a des scènes, alors peut-être elles sont moins complaisantes, non pas complaisantes du tout, elles sont moins crues, moins décrites que celles dans mon livre, mais ce qui est dit, la culture qui va avec ça est beaucoup plus problématique. Et là, c'est clairement destiné à la jeunesse, c'est vendu à la jeunesse, et la commission, pour l'instant, s'est pas réveillée dessus. Ok. Bon, mais... Non, mais t'as raison d'aller vérifier. T'as écrit plein de bouquins. T'as écrit des bouquins pour les adultes, mais t'as aussi écrit des bouquins pour la jeunesse.
je me demandais un petit peu qu'est-ce qui t'avait donné envie d'écrire toi ce livre qui parle tout le concept, en fait, tout le principe, c'est de partir du rapport au corps des hommes, ce qui est un sujet dont on parle finalement assez peu. Hein. On en parle peu. Il y a Daniel Pénac qui avait fait un magnifique travail qui s'appelle Le Journal d'un corps, que j'avais beaucoup aimé. Il se trouve qu'en fait, donc, j'écris pour la jeunesse depuis qu'en 2006, j'avais sorti mon premier bouquin qui était un recueil de nouvelles tout à fait adulte. Et il y a une éditrice qui s'appelait Swazig Lebaï, qui m'a appelé en disant moi je trouve que j'ai bien aimé ce que tu fais pour adultes, je suis sûr qu'un jour t'écriras pour les ados et la jeunesse, et à ce jour-là appelle Thierry Magnier. Et j'ai fait ça quelques années après, et effectivement j'ai fait pas mal de bouquins en jeunesse, plutôt en général collège, lycée, tu vois, des romans ados quoi, ou parce que j'ai un passé d'ado déjà, et puis de prof de français qui fait qu'au départ je parlais beaucoup d'écriture, d'art, de choses comme ça, je continue à en parler. Et en 2017, avec des copines et copains auteurs et autrices jeunesse, on s'est dit qu'on en avait marre de lire, justement, c'était la pleine époque 50 Shades of Grey, on en avait marre de lire ces trucs-là. Moi, je suis aussi traducteur, donc je traduisais des ressucés de 50 Shades of Grey, avec pareil, la masseuse qui adorait faire du SM avec le type qui, pareil, il était blessé à l'intérieur, donc il montrait pas qu'il l'aimait, mais du coup, il la fouettait un peu, tout ça. C'était mal écrit, c'était chiant, c'était triste. En plus, à traduire ça, tu compromets gravement ta propre vie sexuelle, parce que quand t'as traduit ta scène le matin, tu rentres chez toi, chérie, je veux des pâtes, non, je veux plus rien, voilà, enfin bon, tout ça. Et donc avec les copines et copains artistes auteurs, autrices et auteurs, on s'est dit on va écrire des textes, des nouvelles qui raconteront des premières fois. Et donc il y avait Séverine Vidal qui est une vieille complice, Clémentine Beauvais, Taïmar Clotan. Alors il y en avait 17, donc je vais pas réussir à tous les citer, mais plein d'autrices et d'auteurs qui avaient envie de dire quelque chose sur leur première fois, sur une première fois. Voilà. Donc c'est sorti en 2017 chez Erol, et c'était notre premier contact avec la littérature érotique. En fait, on faisait de l'érotisme effectivement, avec cette volonté de la litté jeunesse d'être une littérature d'ouverture et d'éducation. Donc pédagogique. Alors pédagogique, c'est un peu une insulte pour moi, l'ex-prof, mais alors peut-être un peu didactique, mais c'est surtout une volonté de. On apprend des choses dans Bien trop petit. Oui, alors je sais pas ce qu'on apprend dans Bien trop petit, mais ça parle aussi d'écriture, et il y a quelques conseils d'écriture cachés à l'intérieur. Ouais. Non, le rapport à ses parents. C'est génial, les discussions qu'il a avec ses parents. Franchement, oui, c'est de la littérature, parce que c'est compliqué de les faire exister dans la réalité, malheureusement. Mais, c'est l'idée. Et donc on avait lancé ce recueil de nouvelles qui a bien marché, qui marche bien, qui était apprécié beaucoup. Alors la littérature jeunesse, comme c'est une littérature effectivement de découverte, d'apprentissage, elle est très assistée par les bibliothécaires, les documentalistes dans les CDI, dans les bibliothèques publiques, dans les librairies, donc par les libraires. Donc on a la chance d'avoir ce bouquin-là qui existe depuis 2017 et qui continue à exister, quoi. Et puis assez rapidement après, on a été contacté. Alors j'ai été contacté, d'autres autrices et auteurs ont été contactés par Charline Van Der Poort, qui travaille chez Thierry Magnier, avec cette idée de faire carrément une collection qui s'appellerait l'Ardeur, qui s'appelle Ryu, l'Ardeur. Voilà, et avec plus de liberté pour faire des romans. Et j'ai écrit un premier roman sur un vieux scénario que j'avais en tête et sur lequel on avait essayé de travailler avec une copine dessinatrice. Qui se passait dans l'Aveyron, dans les gorges du Tarn, et qui, en particulier, montrait comment une femme pouvait aussi être dans le désir et choisir voire plusieurs hommes, et vivre un désir qui est très lié à la nature. Voilà, un espèce de désir naturel. Et c'est devenu un long roman qui s'appelle Le Point Sublime. Et quand il est sorti, quelqu'un dans une conférence m'a dit mais comment vous faites pour écrire au point de vue d'une femme? Et je dis en fait c'est relativement facile. D'une part c'est un peu le boulot d'écrivain de changer de point de vue, mais j'ai aussi beaucoup d'amis femmes qui m'ont aidé, qui m'ont guidé, qui m'ont dit ça en fait ça passe pas du tout. Mais bien sûr les éditrices aussi. On n'est pas sûr, donc du coup j'ai vérifié. J'ai dit toi est-ce que ça marcherait pour toi, voilà. Et en fait, c'était plus simple d'écrire en se mettant dans la peau d'une jeune femme, parce qu'il y a plus de témoignages. Voilà, j'ai fait de la documentation, je suis allé sur Internet, j'ai lu des bouquins, etc. Et c'était presque plus simple qu'au moment où je me suis dit, bon, maintenant, 2 ans après, je vais faire quelque chose sur un garçon. C'était un peu l'idée. Et
donc on se passait les idées avec Charline, l'éditrice, et à un moment j'ai dit je vais faire un truc, ça va être un concours de quéquette du point de vue de celui qui perd. Et c'est la première phrase de Bien trop petit, c'est l'histoire d'un concours de quéquette du point de vue de celui qui perd. Et c'est parti comme ça. Alors je me suis exilé dans des arbres, dans une cabane dans des arbres au fond du Lot, et j'ai écrit en essayant de contacter l'ado que j'avais été, qui était à la fois très intéressé par cette matière-là et très effrayé et très anxieux de ce qu'il allait devenir en tant qu'adulte, en tant qu'homme, etc. Et j'ai essayé de le rassurer un peu, cet ado, de lui dire écoute, t'as 12-13 ans, t'as plein de trucs dans la tête et dans le corps et tu les comprends pas. Je peux te dire, quand t'as plus de 50 ans, ça va être pareil. Voilà, donc je sais pas s'il va être très rassuré, cet ado-là, mais voilà, j'ai essayé de lui dire ça, donc c'était cette espèce de texte qui est sorti. Alors, il y a eu il y a eu un gros retravail avec les éditrices, dont Charline, parce qu'effectivement, même dans la première version, il y avait des visions qui étaient un peu marquées par cette culture du viol. Il y avait en particulier, donc, Grégoire écrit au départ de la fantaisie, voilà. Avec du chevalier qui se bat, etc. Et puis au moment où il se met à écrire du porno, c'est la même chose, sauf que son héros meurt et on découvre qu'il avait lui aussi un problème physique. Et il se trouve avec une héroïne qui est prisonnière d'un méchant, etc. Et donc moi j'ai fait toute une scène avec du fouet, du cuir, tout ça. Et l'éditrice m'a dit non, là ça par contre autant c'est du porno, on est d'accord, mais nous on n'en veut pas parce que il y a vraiment cette culture du viol et tu présentes une scène de viol comme quelque chose de potentiellement excitant. Alors là le vieux quinca il fait mais enfin on peut plus rien dire, tout ça. J'ai fait ça intérieurement, mais comme ça fait quand même 10 ans que je bosse avec elle et que je sais qu'elle est plus intelligente et plus douée que moi là-dessus, j'ai dit allez d'accord, j'essaie de déconstruire un peu ces trucs là. Puis j'ai des super copines pour ça, pour me dire que je suis un vieux con, donc je réussis à les écouter. Et donc j'ai travaillé à enlever ces parties-là vraiment pour garder un Grégoire plus innocent et qui est pas attiré trop par le SM. Alors il tombe sur un ou une correspondante, on sait pas bien, qui à un moment lui dit là t'es un peu branché SM, va regarder ce que c'est le SM. Il y va, il dit en fait c'est pas mon truc. Donc il va sur des sites internet, sur Wikipédia pour découvrir de la littérature SM, voilà. Et ça c'était en particulier, j'ai travaillé avec une autrice de littérature SM que je remercie au passage. Qui t'a présenté le travail de Pauline Réage. C'est ça, Pauline tout à Réage, fait. pardon, donc on a commencé à parler. Histoire d'eau. C'est ça. Elle m'a parlé du cycle de Gore, etc. que je connaissais pas du tout. Chloé Safi, merci. Voilà, SA2FY qui a écrit des textes superbes, aussi bien en érotique qu'en pas érotique. Et donc tous ces gens-là m'ont aidé à dépolluer un petit peu mon écriture par rapport à cette sexualité naissante chez Grégoire. Et je dois avouer que c'était une blague d'ailleurs. Oui, pardon. Non, vas-y. Je dois avouer que je me suis bien amusé aussi à retrouver ces trucs-là et à essayer d'imaginer ce qui m'aurait fait bouger en tant que jeune ado. Et quand je dis jeune ado, c'était effectivement pour moi vers 12-13 ans où il y avait ces mouvements de la tête et du corps qui faisaient qu'il me fallait des réponses et que je les avais difficilement dans ma famille. Et de toute façon, c'est pas forcément le rôle des familles de donner ces réponses-là, parce que c'est très compliqué. Il y a de toi dans Grégoire ou pas ? Parce que tu remercies à la fin, tu remercies Antoine. Oui, tout à fait. Non, mais est-ce qu'Antoine existait ? Antoine a existé, tout à fait. Ça reste un copain que je vois de temps à autre et qui m'avait fait une remarque de ce type-là à la piscine aussi. Et donc je suis parti de cette petite blessure. Après, c'était il y a longtemps et j'ai découvert après que c'était pas si grave que ça ou voilà. Tout ça, mais cette façon de vouloir blesser l'autre parce que c'est un homme, ça c'est quelque chose qui me parle toujours. Je veux dire, même dans mes relations avec les garçons maintenant, avec mes amis garçons, avec mes amis hommes, il y a toujours ce moment où on se dit mais finalement cette blague, est-ce que je la fais parce qu'on aime bien déconner, parce qu'on est des mecs un peu rigolos, ou parce que j'ai besoin de me sentir un peu au-dessus, quoi. Et donc, est-ce que j'ai besoin de me sentir au-dessus ? Pourquoi ? Parce il faudrait que je puisse chasser le sanglier ou les filles, enfin des trucs comme ça. Et je vois ça. Je sais pas, puisque ton podcast parle aussi de masculinité. C'est vrai que c'est un endroit compliqué pour nous autres, les vieux quinquas blancs fatigués. Mais même chez les plus jeunes, hein, tu vois. Pour moi, c'est un vrai truc, c'est un vrai piège dans lequel. Les mecs, un piège du patriarcat qui est vraiment tendu, je crois, par le patriarcat d'une manière générale, qui est tendu aux mecs pour justement les inciter à venir se foutre sur la gueule ou s'humilier plutôt que de se faire des câlins et de se dire je t'aime parce que
et de peut-être trop montrer leurs émotions, quoi, tu vois, de se montrer, Oui, montrer tout à ses fait. émotions entre mecs, c'est compliqué, quoi. Ah bah oui, moi j'espère bien que mes copains vont pas commencer à me montrer leurs émotions. Je dis non, c'est compliqué, j'ai les miennes, tu vas pas me montrer les tiennes en plus, quoi. Oh non, on se montre pas nos trucs là, quoi. Non, mais sans deck, c'est vraiment premier degré, c'est un truc que vous faites avec tes potes ou alors tu sens que c'est compliqué? Ah non, c'est très compliqué. Alors, j'ai été élevé par une tribu de rugbymen, donc il y a aussi quelque chose dans cette. Alors, au contraire, je trouve très fin dans la culture rugby. Pardon, aussi étonnant que ça puisse paraître, mais quand tu as souffert sur un terrain, quand tu t'es retrouvé à savoir que tu es emporté par une force qui est supérieure à toi, quand tu as été dans la solidarité, il se trouve qu'il y a un moment où j'ai l'impression que les boucliers, les attitudes tombent, et je trouve souvent chez mes ex-copains, ex-copains parce que j'arrive plus à galoper avec eux, mais mes copains du rugby, une capacité à assumer leur propre sensibilité. Voilà. Alors après, j'ai aussi joué dans une équipe gay friendly où je trouvais ça super que cette équipe puisse aller voir les autres équipes de rugby en disant voilà, on va jouer au rugby ensemble, et ça vous pose un problème, et que les autres équipes aient fait ah bah non, ça nous pose pas. Alors évidemment au début on va jouer avec nous, allez d'accord. Et voilà. Donc moi ça a été aussi mon école de masculinité pas trop toxique, j'espère. Alors évidemment, quand on voit Rugbyman, on voit le gros qui les filles, tout ça. Il peut y en avoir bien sûr, mais moi j'ai surtout rencontré des hommes capables de se dire voilà, je suis un homme avec toutes mes faiblesses, malgré cette force physique qui peut me servir à des tas de choses. Et ça apprend une certaine humilité qui permet parfois d'être un peu de pas vouloir absolument monter sur les autres, que ce soit d'ailleurs des hommes ou des femmes. T'as joué dans une équipe de rugby gay friendly? Oui. Oui. D'où c'est sorti? Parce que je jouais à Toulouse où il y a quand même pas mal d'équipes de rugby. Je jouais avec une équipe de ce qu'on appelle des vétérans ou des vieux, hein, si on est de loisirs, et on affrontait cette équipe gay friendly qui, en plus d'être gay friendly, avait quelque chose qui manque parfois pour moi au rugby, à savoir une ouverture sur des quartiers défavorisés, des classes sociales qui sont pas ouvertes au rugby forcément. Et rapidement, je me suis dit si j'allais les voir un petit peu, et puis on a sympathisé, donc j'allais m'entraîner avec eux, c'était plus pratique pour moi, voilà, et j'étais sur 2-3 équipes à la fois, et j'ai passé quelques belles années avant que du coup mon corps me dise que c'est le rugby, c'était fini. Il fallait passer aux billes. Manu, comment t'as grandi toi en tant que petit mec? Non, c'était compliqué. Ça a toujours été une relation avec mon père qui a été très belle, très compliquée. Comme je dis souvent, en fait, on se parle beaucoup plus depuis qu'il est mort, vu que je lui parle tout le temps en lui disant là, t'en penses quoi et tout. Et à l'époque, c'était un peu plus compliqué. Mais après, quelqu'un m'a fait découvrir que ce qu'on avait eu, c'était une relation du corps, parce qu'on a fait énormément de sport ensemble avec mon père, beaucoup de voyages, de découvertes et tout, et on parlait pas beaucoup, mais il y avait cette facilité à avoir un corps qui était agréable. Par contre, sur le chapitre de la sexualité et du alors dans le rapport aux femmes, il m'a appris par l'exemple un respect évident. Voilà, c'était quelqu'un qui était extrêmement respectueux de toutes les femmes, de tous les gens de façon générale. Donc ça, je pense que je l'ai pris à la source en disant il fait ça a l'air pas mal finalement comme façon de vivre. Et après sur la sexualité, c'est un truc j'y ai retravaillé cet été parce que c'était notre cher Gérald Darmanin m'a renvoyé à ça, mais je me souviens assez bien de m'être réveillé un matin avec mon père qui me regardait en me disant mais alors comme ça on regarde des photos cochonnes, des photos porno, et c'est ça, c'était voilà, et je savais pas de quoi il parlait. Et effectivement, quelques jours avant, un copain, donc on devait avoir 7-8 ans, avait trouvé dans une poubelle des photos avec des sexes, des choses comme ça, et un texte, et on avait regardé et lu. Et je me souviens, ça m'est revenu cet été, en fait, qu'il y avait une phrase qui disait mon sexe était si gonflé que j'avais peur qu'il explose. Et je lis ça à 7 ans, et je vois effectivement une tub démesurée avec le gros plan, avec tout ce que tu vois dans du porno. Je ne comprends rien, je suis effrayé, et puis voilà, parce que moi je suis pas comme ça, et il peut arriver que ça explose. Et 2 jours après, mon père dit comme ça on regarde des photos porno, et c'est avec ce ton de voix un petit peu où c'est mal. Et un foutu alors pardon papa, mais bon, forcément il savait pas le faire à l'époque. Ma mère mais tu sais, peut-être qu'il faut le dire autrement. Et ça s'est arrêté là, c'est-à-dire que il faut pas, c'est mal. Il faut pas que ça existe, mais ça existe, donc, on va pas te dire ce que c'est.
Et donc, quand Darmanin arrive en me disant j'ai du porno, je fais ouais, ok papa, daddy. Je vais pas appeler Gérald Darmanin daddy parce que ça va être tellement chelou. Non, pardon. Donc voilà, moi t'étais en train de revivre ça finalement, quoi. Exactement. Et ce truc-là m'étonne, ce retour du c'est porno, donc c'est mal, donc c'est interdit, donc c'est blessant. Et tu veux d'accord, mais expliquez-moi. Dites-moi ce que ça veut dire, ce qu'il faut changer. C'était un peu le but de, alors pas consciemment comme ça, mais un peu un des objectifs de Bien trop petit de ce roman-là, de parler de ça, quoi, de dire qu'est-ce qu'on fait avec ce traumatisme, parce que peut-être, j'y ai réfléchi aussi cet été, donc c'est peut-être une connerie, mais peut-être que toute sexualité, toute découverte du sexe, c'est un traumatisme en fait, parce qu'il y a un moment où t'as un corps tout seul. Et puis il faut avoir un corps à 2 ou plus, plus, pas trop non plus. Au-delà de 200, ça commence à être un petit peu, voilà. Enfin, j'en sais rien. Non, mais c'est de l'organisation. C'est beaucoup d'organisation. Il faut des tentes de camping, enfin tout ça. Bon, pardon, on est sorti du sujet. Non, voilà, tu vois, voilà, on est des mecs, donc on a fait des blagues là-dessus. Mais ouais, c'est une effraction de toi-même. C'est un moment où tu es obligé de sortir de toi-même, de pénétrer ou d'être pénétré par l'autre. Il y a quelque chose qui est, alors presque forcément, j'en sais rien, mais qu'on nous a toujours présenté comme un traumatisme. Quand on est une fille, la première fois ça va faire mal, etc. Quand on est un garçon, si on est éduqué par des parents un petit peu à l'écoute, on va dire il faut être dans la douceur, il faut être ceci, cela, ok, mais est-ce que ça peut être autre chose qu'un traumatisme? Voilà. Et il y a en ce moment, pour moi, je lis plein de choses sur Instagram, sur des comptes ou sur des sites où il y a une espèce d'éducation à une sexualité positive qui justement ne mettrait aucune obligation à personne et qui essaierait de mettre le plus de sécurité possible là-dedans. Et après, t'as aussi des gens qui adorent quand il n'y a pas de sécurité, quand c'est de la folie, quand c'est de la sauvagerie, et qui défendent ça. Et je sais pas qui a raison. Bah pour moi, en fait, ce qui serait bien, c'est qu'au milieu de tout ça, le point qui relie finalement ces deux trucs, ce soit le consentement, tu vois, et que ce soit juste, en fait, tu as le droit de faire exactement tout ce que tu veux, mais avec le consentement, quoi, tu vois, tout simplement. C'est en tout cas, moi, c'est une balise super intéressante. Ouais, tout à fait. C'est une balise super intéressante et c'est vrai que moi, je travaille pas du tout. Je vis avec de moins en moins avec des grands ados qui sont en train de devenir des adultes et je pense que c'est une notion qui est super importante pour eux, qu'ils ont vraiment bien intégrée. J'ai autour de moi des exemples d'adolescentes qui ont le courage, quand quelque chose s'est pas passé comme ça aurait dû, qui ont le courage de le dire, d'agir là-dessus. Je les admire beaucoup pour ça. Et c'est vrai que cette notion de consentement, elle est intéressante et elle est intéressante d'un point de vue même légal. C'est-à-dire, voilà, j'ai dit non, ça veut dire que c'est punissable. C'est beaucoup plus intéressant que la pornographie. Qu'est-ce que c'est exactement? Montre-moi où c'est dans le code civil qu'on en discute, quoi. Voilà. Exactement. Pour revenir à toi, oui. Comment ça s'est passé ton rapport avec les autres hommes? Parce que tu racontes que tu as fait du rugby, c'est ça? Déjà quand tu étais gamin, tu faisais du rugby? Ouais, j'ai commencé assez tôt. À l'époque du collège où on était avec des mecs, où on était beaucoup dans la dérision et tout, tout ça. Et on n'y comprenait rien, mais il fallait en dire beaucoup. Donc ça, c'était le collège. Au collège, j'ai commencé effectivement à jouer au rugby, à faire des tas d'autres sports. Donc même, alors, je vais dire des trucs très personnels, mais même encore aujourd'hui, moi je suis plus à l'aise dans le sport que dans la sexualité, par exemple. Et donc ça a été le début du manuum qui a essayé d'écouter ce que disaient les copains, d'essayer d'imaginer, de trouver peut-être une fille qui était d'accord pour faire des trucs. En général, j'attendais qu'elle sache parce que moi je savais rien. Et puis voilà. Mais tu crois qu'il y avait l'ombre de ton père sur justement la sexualité et la peur d'aller explorer ça justement? C'est une question hyper personnelle et à laquelle j'ai pas pensé. Donc on va prendre 10 minutes. Je dis non mais il va falloir que j'y réfléchisse. J'ai dit alors non mais je suis choqué par l'ombre de mon père. Pas obligé d'y répondre. Non mais tu vois l'ombre de mon père. Je pense toujours qu'il est à côté de moi et qu'il m'écoute et donc je fais non papa tu m'as pas fait. Papa. Il m'a pas fait de l'ombre au sens où il m'aurait empêché de grandir quoi que ce soit. Il t'a quand même dit un truc. Tu vois, il t'a dit un truc très fort à 7-8 ans. Ouais, oui, mais enfin, ça arrive. Une forme d'interdiction, là. J'ai dit des conneries à mes fils aussi. C'était pas forcément la... Je dis pas ça pour le blâmer. Ouais, oui, non, mais moi, j'entends ça. Donc, disons que
je suppose aussi que si mon père avait eu des tas de trucs à me dire sur la sexualité, j'aurais pas tout pris et j'aurais trouvé qu'il en disait trop. Parce que faut pas oublier aussi qu'on est des adolescents qui avons besoin de partir explorer ça avec d'autres personnes que notre famille. C'est aussi ça le traumatisme de la sexualité, c'est que c'est une alliance avec des corps qui sont pas des corps familiaux. Donc ouais, c'est un peu compliqué que ce soit la famille qui dise ça, quoi. Et des familles où ça se dit trop, en général, ça ne n'aide pas, quoi. Voilà. Oui. Je ne sais pas. Donc, grosso modo, on n'y arrivera jamais. Hein. On n'a pas été des bons enfants, on n'a pas été des bons parents. C'est foutu, quoi. C'est des hommes. En tout cas, un truc est sûr, c'est qu'on fait du mieux qu'on peut. Et même pas, parce qu'il y a des fois où on a la flemme, on fait non, là, je vais pas le faire, là, ça me saoule. T'as bien raison. Malheureusement, oui, il y a le nombre de fois où je dis des trucs où j'ai dit, même sur la sexualité, des trucs à mes garçons, tout ça, et après j'ai dit, mais c'est une connerie ce que t'as dit, en fait. T'es idiot, c'était pas ça qu'il fallait répondre, ou il fallait être dans une meilleure forme pour mieux répondre, voilà, quoi. Oui, ça, c'est des choses qui arrivent ouais, après. On espère juste qu'ils soient assez intelligents pour nous pardonner, quoi, nos enfants. Oui, puis surtout, comme tu le disais, s'ils ont l'exemple d'un père qui fait les choses bien, tu vois, c'est toujours pour moi le plus important, quoi. Ouais, c'est ce que je souhaite à tous les enfants, les miens, je sais pas si. Enfin bon, on verra. Bah attends, t'exagères. Franchement. Non, mais ils ont pas lu. Déjà, ils lisent pas bien trop petit ou des trucs comme ça, parce que c'est. J'ai quelques neveux. Parce que c'est papa qui a fait du porno, on va pas lire et tout. Et tu vois, pour revenir là-dessus, tu dis, tu remercies Charline et Gaïa donc pour m'avoir poussé dans mes retranchements de vieux maladeptes des dad jokes et toujours pas clair surtout, afin que ce texte se débarrasse des scories machistes et autres angles morts qui s'y trouvaient malgré moi. Franchement, mec, si tous les hommes de 50 ans étaient dans cette ouverture et dans cette recherche aussi de, ok, c'est quoi le bien, c'est quoi, le monde tournait un peu mieux, non? Oui, enfin, je crois qu'on est nombreux. Je pense que c'est aussi difficile d'aller vers cette ouverture-là parce que ça veut dire se démonter des trucs, quoi. Et c'est jamais très très agréable. Donc, enfin, quand je remercie Charline et Gaïa, c'est aussi pour avoir su me le dire, sans me dire tout de suite t'es un gros con. Parce que, bon, ça, je peux l'entendre, hein, mais du coup, j'ai moins envie de travailler avec les gens qui me le disent. Donc malheureusement, est-ce que c'est pas moche aussi de dire c'est aux femmes à nous expliquer, s'il vous plaît, les femmes expliquent. C'est vrai que je me fie beaucoup à mes amis femmes, donc mes amis ES qui me démontent les préjugés à coups de pied en général, et que je trouve qu'il y a de plus en plus d'autrices de comment dire, pas de femmes de lettres, de femmes d'opinion qui disent des choses qu'il faut écouter et qui ouvrent une voie très intéressante. Alors, je parle beaucoup et je suis beaucoup le compte d'Andrea Bescon, par exemple, qui fait ce travail qui est ingrat de tous les jours, quasiment tous les jours sur Instagram, dire voilà, aujourd'hui la justice a tranché. Si on regarde, les peines qui sont appliquées sur le viol, la pédophilie, des choses comme ça sont finalement peut-être trop légères. Alors, je suis pas sûr. Andrea Bescon, oui, tout à fait. Qui est l'autrice, pardon, je préfère le dire, mais des Chatouilles. Oui, tout à fait. Donc, qui a d'abord été une pièce de théâtre, un livre, et après un film. Un roman qui a été adapté au théâtre et en film, tout à fait, ouais. Et cette vigilance des femmes féminines, peut-être féministes, je pense qu'elle est très intéressante pour nous les hommes à suivre. Il y a par rapport à quand Bien trop petit a été censuré, il y a l'écrivain Nicolas Mathieu qui a lancé un hashtag, c'est hashtag When I Was 15, où beaucoup de gens... Quand j'avais 15 ans. Ouais, quand j'avais 15 ans, bien sûr. Des gens plutôt de notre âge d'ailleurs, plutôt de nos générations, racontent comment ont été leurs 15 ans, comme un moment de désir qui se heurte finalement à l'inconnu. C'est un désir de quelque chose dont on sait rien. Et l'idée, c'était de parler aussi du rapport au livre dans ces années-là. Alors moi, effectivement, je pourrais parler de John Irving, je pourrais parler des grands romans américains où il y avait des scènes de sexe que je lisais et relisais en me disant ah ouais, donc c'est génial, on peut faire ça. Enfin, c'est même pas c'est génial, mais c'est ça. Enfin, la scène de sur le monde. Oui, finalement. oui, et puis la scène de sexe dans Le Monde selon Garp, la première fois où Garp couche avec quelqu'un, et il y a une phrase, alors bien sûr je l'ai pas de tête parce que je suis pas Fabrice Lucchini, j'ai aucune tête, voilà, mais voilà, ils font l'amour et il dit que c'est
Faire l'amour, c'est toujours, c'est un truc magnifique sur le matin, loin. Enfin, il y a des canons, il y a une espèce de douceur et de fragilité qui est dite. Et cette phrase-là, quand t'es ado, tu te dis ah ouais, donc c'est beau, quoi. Ça peut être beau aussi. Voilà. Je me suis totalement perdu dans ma phrase. Mais donc sur le hashtag When I Was 15, on va trouver beaucoup de témoignages féminins avec cette parole féminine qui se libère, qui dit des choses, qui a ce courage-là. Et beaucoup moins d'hommes, en particulier d'hommes hétéros. Et pourquoi ? Alors c'est plus des auteurs, c'est un peu leur métier aussi, qui vont écrire, parler de voilà. Moi, c'était comme ça, et finalement, c'est pas très chouette. Il y a une planche de Titeuf, pas de Titeuf, du guide du désir sexuel que je trouve admirable. Chaque fois je la vois, autant la BD en elle-même, je la trouve pas forcément, enfin je suis pas emporté, mais on voit des personnages, des femmes qui parlent de leur sexualité. Et donc il y a plein de à la place de dialogue, c'est des images, donc elle parle de vagues, elle parle de tu la vois cette planche tout à fait oui, et je la trouve superbe et donc voilà des planches, elles décrivent des choses magnifiques, des papillons dans le ventre et tout ça, et puis à la fin on voit un mec et on voit une espèce de petit dessin qui comme un bouchon qui se débouche, qui fait plop, enfin un truc ridicule et je dis ah ouais, c'est pas faux. Alors est-ce que ça vient du corps masculin et de la sexualité masculine, ou est-ce que ça vient de la parole? Ah bah pareil, je suis vraiment à l'écoute de tout ça aussi. J'ai écouté pas mal de podcasts pour préparer Bien trop petit et je sais que j'étais tombé sur ouais, pardon. Non, vas-y. J'étais tombé sur un podcast où c'était assez amusant parce qu'il y avait un homme qui parlait de sa sexualité et de sa difficulté à avoir vraiment du plaisir. Et j'ai remarqué que grammaticalement, en fait, il parlait toujours à la deuxième personne. C'est-à-dire, ouais, tu sais, c'est comme ça, tu fais ça et il se passe ça. Et je disais, non, en fait, ça, c'est je. Et si tu dis je, moi, je pleure parce que je ressens la même chose que toi. Et si tu dis tu imposes à ton auditeur quelque chose de l'ordre du, ben voilà, c'est ça. Voilà. Bon, c'était une petite sensibilité grammaticale là-dessus. Mais t'as raison. Moi, je ne laisse pas mes invités dire tu. Je leur dis, en fait, tu parles de toi. Ouais. Donc, c'est très important de remettre, et surtout les hommes, de leur remettre face à la responsabilité de leurs paroles, comme tu dis. Et tu vois, pour moi, j'allais te dire, l'autre truc, c'est que je crois qu'il y a un vrai déficit tu parlais tout à l'heure de rapport au corps avec ton père, mais en fait, les hommes ont tellement pas eu l'habitude d'être en eux, d'être dans leur corps, si tu veux, en dehors de faire du sport, donc on est dans la performance, etc. Là où j'ai l'impression que les femmes... notamment dès le plus jeune âge avec leurs règles, etc., elles sont dans leur corps et en fait elles se connaissent. Et moi, les femmes que j'ai pu connaître, elles sont capables de décrire ce qui se passe dans leur corps à un niveau pour moi, qui est stratosphérique. Et ça nécessite beaucoup de travail, tu vois, d'introspection et de te dire, ok, qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Parce que effectivement, dans le corps d'un mec, un orgasme, ça peut éventuellement être un bouchon de champagne qui explose. Et encore, le champagne peut être vieux, tu sais, quand on dépasse les 50 ans, après c'est même plus, c'est la clairette de nid, plus. Voilà. Non, mais quand je dépasse les 50, parce que là, tu vois, j'ai reparti sur le tu et le au canton et tout, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est pas des endroits, où on parle facilement. Après, il y avait la BD de Trip, qui est une série sur sa sexualité et c'est marrant parce que j'en ai parlé avec un copain dessinateur de BD aussi et il m'a dit il y a cette scène, je suis pas trop d'accord pour qu'on dise que la sexualité des hommes c'est ça, sous-entendu la mienne n'est pas celle-là et tout et ouais. Et voilà, donc c'est des sources intéressantes aussi, ouais. Il faut aller creuser. Bon, après, mes copines féministes te diraient que les hommes ont tellement parlé d'eux de façon générale que c'est peut-être, que c'est peut-être pas la peine qu'ils nous racontent tout de leur sexualité, que c'est peut-être pas la peine qu'on leur raconte tout de notre corporalité. Justement, pour moi, je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a pas mal de femmes féministes qui se penchent sur la masculinité. C'est que pour moi, ce qui manque dans le discours des hommes, c'est plutôt de parler d'eux, tu vois, mais profondément, et de parler de ce qui se passe en eux, plus que d'occuper l'espace pour parler de société, de machin, quoi. Tu vois, Oui. Il y a pas beaucoup de discours d'hommes finalement qui parlent d'eux et de ce qui se passe profondément en eux, quoi. Donc ça, pour le coup, moi, je crois qu'il faut y aller, quoi. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait ce podcast. J'ai fréquenté des cercles d'hommes, des cercles de parole d'hommes et des choses comme ça.
Mec, t'étais dans le turfu tellement, quoi. Vraiment. Ouais, non, mais j'ai arrêté. Waouh. J'ai oh, ça, bande de pleureuses. Pardon. Ouais. Non, mais c'est étonnant. T'as fait ça? Oui, j'ai fait ça. J'ai des amis. Comment tu t'es retrouvé là-dedans? Parce que ça m'intéresse beaucoup. En fait, je suis beaucoup les écrits, les pensées d'autrices, d'auteurs comme alors j'allais citer Virginie Despentes, mais c'était plutôt Paul Preciado ou Ovidie, enfin des gens qui disent bah la sexualité c'est pas tout ça, donc je me suis aussi intéressé au polyamour ou des choses comme ça, ou ce qu'on appelle le slow sex, des choses comme ça, parce que je fais le tantra, des choses comme ça, des recherches toujours, et puis plus ça va, plus j'ai l'impression que plus je me cherche, moins je me trouve, donc je sais pas comment te dire. Que se perdre, c'est pour ça que si je me lance trop dans des recherches, j'impose aussi beaucoup de demandes et d'attentes aux gens autour de moi. Donc, c'est pas tous les jours évident. Mais je reste très à l'écoute de de cette sexualité positive, en fait, de dire bon, c'est un domaine dans lequel on peut tous, alors progresser, pas au sens capitaliste du terme, mais où on peut tous être mieux, qu'on peut tous mieux investir. Alors même investir, c'est un terme capital, je sais pas comment dire. Où on peut mieux être et mieux être avec les autres. Trouver. Ouais, mieux se trouver peut-être. Effectivement. Dis donc, bravo, hein. Franchement, c'est... Non mais... Je sais même pas quoi. Je me permets de te dire. Non, mais c'est pas... Si, je te dis bravo parce que, en fait, c'est pas tous les jours que je tombe sur des mecs de plus de 50 balais qui se retrouvent dans des cercles d'hommes. Ça, comme tu le disais, en fait, ça nécessite d'ouvrir et ce terme, déconstruire, de voir détruire avant de reconstruire tellement d'idées reçues et d'idées préconçues que enfin moi je trouve ça bien de dire aux gars qui sont dans cette démarche là bravo parce que c'est pas simple. Ouais, je sais. C'est pas simple, on est d'accord que c'est pas simple. C'est pas simple de faire taire ses réflexes intérieurs après une fois qu'on est non, moi j'ai eu la chance de rencontrer des activistes queer quand je suis arrivé à Toulouse où j'étais un peu perdu, donc je dis souvent que j'ai été en fait adopté par une tribu de lesbiennes qui ont eu la gentillesse de pas me tuer tout de suite. Et puis les choses se sont un peu enchaînées comme ça. Voilà, c'est marrant, mais je le dis un peu trop souvent en ce moment, mais quand mon père était malade et on a eu une espèce de dernière conversation où il savait qu'il était condamné, et même là, je me suis pas senti entièrement connecté à lui. Et il m'avait dit bah écoute, j'espère que tu me pardonnes parce que finalement j'ai eu toute ma vie plus d'amis femmes que d'amis hommes. Et d'une part c'était bizarre parce que c'est aussi mon cas. Je me suis entouré plus facilement de femmes et d'amis proches qui sont des femmes que d'hommes. Et d'autre part je me demandais pourquoi il me demandait pardon, si c'était une faute, ce que ça signifiait d'être proche des femmes. Donc voilà, c'est aussi mon cas et c'est plutôt, enfin c'est pas à moi qu'il faut dire bravo, c'est aux femmes qui ont eu la gentillesse, le temps et la patience de m'éviter de devenir le gros con que je serais assez facilement. Tu sais pas pourquoi ton père t'a demandé pardon alors? Parce que pour lui, il s'était pas donné, enfin dans la phrase telle qu'il me le présentait, c'est qu'il m'avait pas donné un exemple de comment se tenir entre hommes en société. Ce qui est vrai, hein, souvent. Enfin, moi, j'ai un peu résolu ça par l'humour, c'est-à-dire qu'en général, quand je suis avec plein de mecs, j'attends et je fais ma petite blague toutes les 5 minutes à peu près, en essayant de faire la meilleure blague, d'être le meilleur sniper et tout là-dessus. Mais en général, au bout de 5 minutes avec des hommes, je suis assez mal à l'aise, quoi. L'autre fois, j'étais dans faut pas le dire, mais bon, je vais le dire quand même, dans un salon du livre. Et d'habitude, en litté jeunesse, il y a beaucoup d'autrices. Donc, c'est souvent entouré de femmes et je suis plutôt à l'aise. Et là, étonnamment, on était 7-8 mecs. Et au bout d'un moment, je prends mon téléphone et j'écris à une copine, je lui dis, écoute, à part moi, il y a que des mecs, je m'emmerde, quoi. C'était ça. Et la conversation, c'était un peu, moi, j'écoutais, je dis, alors attends, donc toi, tu es allé aux États-Unis. Ah ouais, mais moi, je suis allé au Canada. Attends, moi, je suis allé à Tokyo, d'accord. Et après, il y avait cette espèce de concours de quéquette permanent. Et c'était juste avant que sorte Bien trop petit. C'était la première sortie de Bien trop petit. Et je me disais, mais c'est toujours ça. Comment on fait pour avoir une discussion qui soit pas la mienne est plus grosse que la tienne ou
ou moi j'ai fait plus, ou toi, tout ça. Et il y a plein de mecs qui y arrivent, finalement, au bout d'un moment, on est toujours... avec les vrais amis, je veux dire, on sait au moins qu'on a cette distance-là, quoi. Là, j'ai maintenant des amis avec qui on peut au moins se rire de ça et se dire, bah non, on est des petits bonhommes, quoi. Et des petits garçons. Des petits garçons. Bon, au bout d'un moment, le côté petit garçon, pardonnez-nous, on est des petits garçons, on sait pas bien ce qu'on fait. Oui, ça va aussi, on peut être responsable de ce côté. Ouais, on va rester des petits garçons toute notre vie, mais c'est ça être un homme, peut-être. Waouh. Ouais. On trouvera mieux, je veux dire, sur comme. Ah non, tu viens sans doute de faire mon épitaphe. Tu sais, ça a été un petit garçon toute sa vie. Il a failli être un homme. Je t'ai pas posé cette question parce qu'on est parti tout de suite, mais en fait, la première question que je pose souvent à mes invités, c'est quoi pour toi être un homme? Et non, mais t'as bien. C'est vrai que tu viens peut-être de donner. Tu viens peut-être de donner la meilleure réponse de tous les temps dans ce podcast. Écoute, j'espère qu'il y aura mieux après. Non. Faire la paix. Non, mais faire la paix avec le petit garçon en nous, je trouve ça cool, quoi. Ouais, avec j'entends mes copines féministes dire attention, c'est aussi un truc où se dire je suis innocent, le petit garçon a été traumatisé, donc c'est pas sa faute. C'est quelque chose dont il faut rester un petit peu. Dont il faut se méfier un petit peu, dont il faut. Oui, après faut prendre ses responsabilités. Ouais, y a de ça. En tant qu'homme, bien sûr. Oui, mais pour moi ça n'empêche pas. Tu peux faire les deux en même temps. Ouais. Non, et après homme, c'est tellement compliqué. Enfin, parce qu'il y a adulte, il y a père, il y a compagnon, il y a mari. Enfin, il y a toutes ces choses là qui sont des identités multiples et dans lesquelles malheureusement voilà c'est même pas une question de genre à ce moment-là, c'est question de qu'est-ce qu'on apporte aux autres, à l'autre, et derrière quoi on se cache, quoi. Merci Manu. Bah c'est moi. C'était canon, franchement. Je vais mettre le lien pour que les gens puissent aller découvrir ton travail sur Internet, ton compte Insta, et puis bien sûr de commander Bien Trop Petit si ça les intéresse, parce qu'il y a plein de choses. Il y a plein de choses dans ce bouquin qui valent la peine d'être lues, et peu importe l'âge, en fait. Je trouve vraiment que ça. Moi, j'ai passé un super moment à lire ce bouquin, alors qu'a priori, il m'était pas du tout destiné. Je pense qu'il peut quand même parler à pas mal d'hommes adultes ou de comment dit-on de personnes adultes possédant un pénis en particulier. Peut-être. Mais alors bon. Un grand merci Manu. Non. J'allais rallonger, mais je sais pas si je l'ai cité dans les remerciements, mais comme je t'ai dit, je suis traducteur aussi, et un peu avant Bien Trop Petit, j'ai traduit un texte qui s'appelle Felix Ever After, qui est l'histoire d'un garçon trans et artiste, et comme souvent les traductions que je fais ou qui m'emportent vraiment, elles imprègnent un peu les textes suivants, et j'ai trouvé que la voix de ce garçon trans était très intéressante par sa candeur, par sa capacité à s'affirmer, et je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi de lire ce genre de choses. Donc des fois c'est le courage des personnes qui ont réussi à rejeter ces barrières et à être elles-mêmes qui nous permettent à nous vieux mâles d'essayer de devenir un peu moins vieux mâles et peut-être un peu plus personnes universelles. Waouh. Non, on va pas le garder. Ça arrêtera là-dessus. Ouais. Arrête de me dire ce que je dois garder ou pas dans le podcast. Ouais. Je ne le ferai plus. Manu, un grand merci. C'était vraiment chouette. Pour moi aussi, j'ai encore beaucoup parlé et je t'ai pas beaucoup laissé parler. Mais... alors c'est le concept du podcast. C'est que moi j'interviewe les gens, et donc normalement t'es censé beaucoup plus parler que moi, et ça me va très bien. J'espère que j'ai pas été trop bavard et ni trop dogmatique. Non, non, au contraire, vraiment. Toi, tu veux dire que c'était pas assez dogmatique? Alors, on en fera un où j'expliquerai comment être un homme et tout en 5 leçons. Ouais, exactement. Je te remercie. C'est moi qui te remercie. Ouais. Puis bon courage pour la suite des événements, alors avec Bien Trop Petit. Ouais, je te souhaite d'avoir des réponses de la commission. Oui, je fais. Mais bon, Bien Trop Petit, je l'ai écrit il y a 2 ans, et là je vais certainement me pencher sur un truc pour adultes, avec des mecs qui partent dans une voiture et qui justement sont un petit peu en train de déconstruire leur masculinité parce qu'ils sont obligés. Voilà. Trop bien. Ça s'appellera probablement Red Movie, comme un road movie, mais avec des garçons un peu raides, sauf qu'ils sont vieux. Pas mal.
c'est d'utiliser. C'est vrai? Oui, c'est mon prochain projet. Je me suis dit, titre. tiens, on va parler des quinquas coincés et de ce qu'ils peuvent devenir dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et c'est pas fastoche pour eux. Non. Enfin bon, c'est pas les plus à plaindre, donc ça va. Non, clairement. Je te remercie, C'est moi Manu. qui te remercie. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.